Avant de commencer, c'est que la présentation utilisera des termes qui sont parfois vraiment techniques et spécifiques à ma spécialité, contrairement aux conférences grand public qui sont souvent données à la Cité du Volcan. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin pour éclaircir certains points. Donc maintenant rentrons dans le cœur du sujet. Donc mon sujet de thèse était focalisé sur essayer d'apporter des contraintes sur l'architecture et la dynamique des systèmes magmatiques basaltiques, avec comme exemple le piton de la Fournaise. Alors, pour resituer la problématique dans un contexte plus général, sous les îles océaniques, sous les volcans océaniques, on identifie différents types de transferts. On a des transferts qui sont verticaux, comme on le voit par exemple au Fogo ou à Brava, donc au Cap-Vert. On a des transferts magmatiques qui sont latéraux profonds, donc au sein de la croûte inférieure ou au sein du manteau lithosphérique. On a des transferts latéraux intra-édifices, donc très superficiels, comme à l'Etna. Et on a des modèles hybrides, un peu comme au Kilauea, où on a à la fois du transfert latéral profond et du transfert latéral superficiel. Donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est pour le piton de la Fournaise, quel modèle peut-on appliquer? Y a-t-il un modèle qui correspond d'ailleurs? Donc les études qui ont été faites par le passé parlent à la fois de transferts qui sont verticaux, comme le modèle qui a été présenté par Jean-François Lénat et son équipe, ou des transferts latéraux profonds, comme proposé récemment par Laurent Michon et son équipe, basés sur la sismicité sous le piton de la Fournaise entre 1996 et 2010, ici avec les points en noir. Alors, pour resituer le contexte de cette étude dans son cadre géologique, La Réunion, c'est donc deux volcans, le piton des Neiges dans la partie nord-ouest, et le piton de la Fournaise dans la partie nord-ouest-sud-est de l'île. Avec, a priori, une activité entre les deux volcans reliée à la contribution de deux blobs mantéliques qui ont de légères hétérogénéités d'un point de vue isotopique sur le plomb, le strontium, le néodyme et l'hafnium. Mais la source, mis à part ça, reste relativement homogène, puisqu'on considère que la source mantélique est primitive pour la Réunion. Dans la partie nord-ouest de l'île, on a donc le piton des Neiges avec une activité subaérienne qui a commencé il y a environ 2,2 millions d'années, et le piton des Neiges n'est plus en activité, ou tout du moins est endormi depuis environ 20 000, 30 000 ans. Dans la partie sud-est de l'île, on a donc le piton de la Fournaise avec une activité subaérienne qui a commencé il y a environ un demi-million d'années et une activité éruptive qui aujourd'hui est principalement localisée dans l'enclos Fouquet, ici en vert. Donc enclos Fouquet formé il y a entre 5000 et 2500 ans suite aux épisodes explosifs de Bellecombe, donc formant justement cette caldeira. Et aujourd'hui, l'activité éruptive depuis le XVIIIe siècle représente, l'activité à l'intérieur de l'enclos représente 97% des éruptions. Avec les 3% restants, qu'on appelle donc des éruptions hors enclos, principalement localisées sur les rives zones nord-est, sud-est et la rive zone nord-ouest, qui fait le lien avec le piton des Neiges. Alors, les contraintes, on a beaucoup de contraintes sur la partie superficielle de la plomberie magmatique du piton de la Fournaise. Beaucoup de contraintes à la fois géophysiques, à la fois géochimiques et pétrologiques, avec une sismicité qui est localisée au sein de la croûte. On est à des profondeurs qui sont inférieures à 9 km sous le niveau de la mer. Une source d'inflation très superficielle, en accord avec les pressions enregistrées dans les inclusions fluides piégées à l'intérieur des cristaux, et l'émission de liquides évolués et très dégazés au sein de l'enclos Fouquet. Et ce type, donc ces processus, cette plomberie superficielle, mène à des éruptions que je qualifierais de terminales, à savoir principalement localisées au sein de l'enclos Fouquet, c'est ce qu'on a observé pendant toute la période éruptive, notamment de 2014-2017, et très rarement, enfin plus rarement, on va dire, en dehors de l'enclos, mais principalement localisées sur les rift zones nord-est et sud-est. A contrario, pour ce qui est de la partie profonde de la plomberie magmatique, on a moins d'informations, moins de contraintes sur cette partie,
Les études préliminaires géophysiques et pétrologiques ont montré qu'on avait des évidences de processus beaucoup plus profonds, à savoir une sismicité localisée au sein du manteau lithosphérique, à plus de 11 km sous le niveau de la mer, en accord justement avec les pressions enregistrées par les inclusions fluides, aux alentours de 3 à 6 kbar, donc au-delà de 9 km sous le niveau de la mer, et l'émission de liquides silicatés plus primitifs, plus riches en magnésium, des olivines plus magnésiennes, et plus riches en gaz. Avec également des anomalies de CO2 sol, je reviendrai dans la suite de cette étude sur cet aspect-là. Et cette partie de la plomberie magmatique, on l'associe justement en surface à des éruptions que je qualifierais de radiales ou d'excentriques, qui sont principalement localisées sur la rift zone nord-ouest, donc sous le flanc ouest de l'édifice, avec très peu d'occurrences dans l'enclos. Le dernier marquant en date, c'était l'éruption de 1998 au cratère Hudson, qui a enregistré une signature anormale, on le verra par la suite. Pour quelles raisons c'est anormal par rapport à l'activité classique centrale. Cette distinction entre système superficiel et système profond, on le retrouve en quelque sorte, ou on pensait le retrouver, dans la composition des laves. À savoir qu'au piton de la Fournaise, on identifie deux groupes de laves transitionnelles. On a ce qu'on appelle les SSB, principalement émis dans l'enclos, les steady state basaltes, qui sont définis par une certaine homogénéité. Ce sont des laves très homogènes, assez différenciées. Et à contrario, on a le groupe anormal, qui est caractérisé par un enrichissement en éléments alcalins, légers. Ce ne sont pas des laves alcalines, ça reste des laves transitionnelles, mais on a un léger enrichissement en alcalin et aussi un appauvrissement en calcium. Alors qu'on retrouve justement les SSB principalement dans l'enclos Fouquet, on avait tendance à considérer que les basaltes dits anormaux, donc les basaltes ABG, qui ont été définis sur la composition des laves émises justement en 1998 au cratère Hudson, on les retrouve de manière préférentielle au sein de l'activité, dans la zone hors enclos et notamment au sein de la rift zone nord-ouest, sous le flanc ouest de l'édifice. Bon, je vais passer rapidement sur le nombre important d'explications qui a été apporté pour expliquer cette signature anormale dans les laves ABG. Les différents auteurs, différentes études ont parlé d'un effet de la cristallisation du pyroxène, de contamination avec des liquides plus évolués, de variation de degré de fusion ou encore de légère hétérogénéité à la source mantélique. Donc, vis-à-vis de ce rappel, on va dire, de cet état de l'art sur le piton de la Fournaise, les problématiques principales qu'on a essayé de soulever dans cette étude, c'était de savoir, tout d'abord, d'un point de vue de l'évolution des magmas, est-ce qu'on retrouve essentiellement des laves ABG sur la rift zone nord-ouest? Est-ce qu'il y a un lien entre les SSB et les ABG, entre ces deux groupes de laves? Si oui, lequel? Quelles sont les zones de stockage et les zones de transfert qui sont associées sous le piton de la Fournaise? Et concernant l'activité contemporaine actuelle de l'édifice, comment interpréter cette sismicité profonde qu'on enregistre sous le flanc ouest de l'édifice et les anomalies de CO2 dégazées à travers le sol? Alors en méthodologie, pour répondre à ces questions-là, nous avons basé une stratégie de recherche qui, évidemment, s'est focalisée prioritairement sur le flanc ouest de l'édifice, sur la rive zone nord-ouest, afin justement d'obtenir des contraintes sur le système profond, qui était mal contraint jusqu'à présent. Et pour ce faire, j'ai couplé deux approches, à la fois une qui utilise la pétrologie, la géochimie des inclusions magmatiques, à savoir les inclusions vitreuses, qui sont des petites poches de magma, de liquide silicaté piégés dans les cristaux lors de la cristallisation, donc qui donnent une information sur l'évolution des magmas lors de leur remontée. Les inclusions fluides, qui sont l'équivalent gaz des inclusions vitreuses, à savoir des petites poches de gaz qui sont piégées dans les cristaux et qui sont très utiles pour apporter notamment des contraintes sur les pressions de cristallisation pour identifier justement les zones de stockage. Et sur la pétrologie des laves qui ont été échantillonnées, donc en faisant à la fois des profils de zonation des cristaux afin d'obtenir des contraintes sur les processus magmatiques qui affectent le magma lors de leur remontée. Cette approche a été couplée avec des mesures de gaz. Je me suis principalement focalisé sur le CO2 sol, donc le CO2 qui s'échappe à travers le sol, en utilisant les deux techniques classiquement développées en volcanologie, à savoir la chambre d'accumulation et la méthode dite de concentration dynamique, pour laquelle on insère
ce qu'on appelle un tube à 50 cm dans le sol pour réaliser des mesures. Ça nous a permis de réaliser à la fois des études spatiales sur l'édifice, et on a complété ces études spatiales avec une analyse temporelle des flux de CO2 grâce aux stations permanentes qui sont installées à l'observatoire, à la plaine des Palmistes, à Piton Bleu, mais également en faisant des mesures ponctuelles, 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine, au gîte du volcan, donc en proximité de l'enclos Fouquet. Toutes ces mesures ont été couplées avec des paramètres géophysiques, que ce soit lors des études spatiales, avec par exemple de la polarisation spontanée ou de la tomographie de résistivité électrique. Pour les séries temporelles, on s'est principalement intéressé aux comparaisons avec les enregistrements sismiques et géodésiques du réseau de l'OVPF. Alors, tout d'abord, les zones de stockage, l'évolution et les transferts magmatiques au piton de la Fournaise. Quelles sont les nouvelles données de cette étude concernant justement la partie profonde de l'édifice? Alors, tout d'abord, en utilisant la densité de CO2 qui est piégée dans les inclusions fluides, on obtient un proxy barométrique, justement, pour obtenir des pressions de cristallisation des cristaux. On a très peu étudié les produits centraux, puisque c'est quelque chose qui a été relativement bien étudié par le passé. Le peu de produits qui ont été étudiés sont en accord avec ce qui avait été déjà publié par le passé, à savoir des pressions inférieures à 1,5 kbar, ce qui place justement les niveaux de stockage, ou en tout cas la zone d'accumulation de magma, à un niveau haut dans l'édifice, un niveau superficiel. En revanche, l'étude qu'on a faite sur les produits donc, émis sur le flanc ouest de l'édifice, sur la rift zone nord-ouest, enregistre des pressions beaucoup plus importantes, dans un intervalle de 3-6 kbar, ce qui place directement donc, ces pressions au sein du manteau lithosphérique, sous l'île de la Réunion. Avec une exception dans tout ça, encore une fois, c'est l'éruption d'Hudson en 1998, qui est la seule connue à ce jour à avoir enregistré des pressions qui coïncident justement avec ces pressions importantes, ces hautes pressions enregistrées par les produits sur le flanc ouest de l'édifice. D'un point de vue composition de l'olivine, pour les produits centraux, je vous présente les données compilées entre 1970 et 2010. On a deux modes principaux de composition de l'olivine, une forstérite 81,5 et une forstérite 84-95,5, donc la forstérite reliée au magnésium, donc au caractère, on va dire, plus primitif des magmas. La seule exception, encore une fois, c'est Hudson en 1998, qui a des olivines beaucoup plus magnésiennes que ce qui est classiquement émis dans l'enclos Fouquet. Quant à nos produits échantillonnés dans le cadre de cette étude-là, on se retrouve avec des olivines qui sont généralement avec... Enfin, on retrouve ici le mode le plus magnésien de l'activité centrale, mais aussi une certaine abondance d'olivines beaucoup plus magnésiennes, qui vont jusqu'à des forstérites 88. Quant à la composition des laves, à présent, alors, ici en gris, vous avez les magmas. J'ai représenté le champ en fait, de composition des laves qui ont été émises dans l'enclos Fouquet, donc les magmas centraux. Les produits que nous avons échantillonnés sont les triangles noirs, ici, et Hudson, effectivement, qui a toujours cette signature plus ou moins anormale par rapport au reste de ce qui est produit dans l'enclos. Et on se rend compte tout d'abord que pour répondre à une des problématiques qu'on s'est posées en tout début, c'est que bon, les laves du piton de la Fournaise, les magmas restent transitionnels. En revanche, on se rend compte que les produits qui sont émis sur la rift zone nord-ouest ne sont pas essentiellement ABG, puisqu'on retrouve également des liquides qui ont une composition similaire à ce qui est produit dans l'enclos Fouquet. Alors, ces magmas ne sont pas essentiellement ABG, cependant on en a quand même une majorité qui est expliquée, enfin une majorité de laves, qui ont donc un appauvrissement en calcium-aluminium, appauvrissement qu'on peut corréler avec un enrichissement en éléments alcalins, tel que je l'ai défini tout à l'heure, enfin tel qu'on a présenté la définition du groupe ABG. Donc toute la question est de savoir, est-ce qu'on a un lien entre cet enrichissement en éléments alcalins et cet appauvrissement en calcium-aluminium? Alors, ici, j'ai représenté, c'est les mêmes figures que ce que j'ai présenté dans la slide d'avant, sauf que j'ai mis en rouge les laves qui avaient une affinité alcaline et en vert les laves qui avaient une affinité toléitique, plus SSB justement, plus comme les magmas centraux. Et donc, notre étude a permis de montrer qu'en fait, le principal processus magmatique qui permettait d'expliquer à la fois cet enrichissement en alcalin, en éléments alcalins, et cette perte en calcium-aluminium, était lié à la cristallisation du clinopyroxène, théorie qui avait été développée par Francis Albarède dans les années en 1997 et qui a été confirmée récemment par de la pétrologie expérimentale à Orléans.
Nos données, à nous, sur les produits périphériques, confirment justement cet effet-là, notamment du fait que nous avons trouvé pour la première fois des pyroxènes dans les produits émis sur le flanc ouest de l'édifice. On a enregistré également dans ces produits-là un appauvrissement en scantium qui est un élément compatible dans le pyroxène, lié également à une certaine variabilité en terres rares, qu'on explique aussi par le pyroxène. Et ces données-là sont en accord avec la modélisation que nous avons faite de la différenciation magmatique de ces liquides. Je reviendrai dessus par la suite. Ce qui est intéressant de voir, maintenant qu'on a mis en exergue, on va dire, ce processus-là, c'est qu'on a quelques produits qui diffèrent à cette règle, à savoir qui présentent une certaine alcalinité, ici en rouge, ou même pour les produits du piton Chisny, ici, qui ont cette alcalinité, mais à calcium-aluminium haut. Donc, ce qui nous interroge sur le fait que le clinopyroxène n'est pas forcément le seul processus impliqué dans la variabilité géochimique des magmas, et qu'il y a probablement d'autres processus qui expliquent justement cette légère hétérogénéité. Donc pour répondre et pour essayer d'apporter davantage de contraintes sur cet aspect-là, on a étudié les inclusions vitreuses, donc ces petites poches de magma qui sont piégées dans les cristaux, afin d'obtenir justement des informations plus primitives sur l'évolution des magmas. Et notamment sur les produits caractérisés par une affinité alcaline, chose qui n'avait pas été faite au piton de la Fournaise. En effet, donc, cette stratégie, on a privilégié pour l'échantillonnage et pour l'analyse des inclusions vitreuses des lapillis, puisque les lapillis sont des produits qui sont refroidis très rapidement, donc qui permettent une certaine préservation des inclusions vitreuses. Et on s'est focalisé sur des produits quasiment aphériques avec de très petits cristaux d'olivine afin d'éviter et de limiter au maximum tous les phénomènes de recyclage de cristaux qui pourraient polluer l'interprétation des résultats. Et je vais mettre en exergue deux sites éruptifs principaux. Celui de Piton d'Écaille, qui a une affinité toléitique et qui a été analysé par Hélène Bureau en 1998, qui a des olivines très magnésiennes, on est au-delà des forsteries de 85. Et dans le cadre de cette étude-là, on a pu comparer justement ces produits-là avec les produits de Troublant, qui eux ont une affinité alcaline et qui ont aussi également des olivines très magnésiennes dans un intervalle de forstérite similaire, comparable. Et on a complété ces deux aspects-là, ces deux données-là, ce jeu de données-là, avec donc des inclusions vitreuses plus évoluées dans d'autres produits situés sur le flanc ouest de l'édifice. Et ce qui est intéressant, donc ici en rouge, les inclusions vitreuses justement présentes au sein des produits de Troublant, en vert foncé ceux au sein de Piton d'Écaille. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tout d'abord, nous avons identifié en fait les liquides les plus magnésiens, qui ont été donc les plus primitifs, trouvés jusqu'à présent au Piton de la Fournaise, avec dans les inclusions vitreuses de Troublant une concentration magnésium jusqu'à 11,3%. Mais ce qui est vraiment parlant, et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que, en fait, la variabilité qu'on a en alcalin, donc ici représentée par l'indice d'alcalinité, entre ces produits primitifs à affinité toléitique et ces produits primitifs à affinité alcaline, s'effectue à calcium-aluminium constant. On n'a pas de variabilité en calcium là-dessus. Et notre étude a permis de montrer qu'en fait, c'était relié à un effet de source, puisque c'était en accord notamment avec la variabilité qu'on a observée sur les éléments traces, que ce soit les éléments compatibles, les éléments incompatibles, mais également du fait d'une certaine variabilité isotopique sur notamment les isotopes du strontium et du néodyme. Donc une fois que cet effet a été identifié, on se rend compte que l'effet du clinopyroxène, en fait, a l'air, d'apparence, d'être un processus beaucoup plus tardif dans l'évolution des magmas, puisqu'on le retrouve dans les liquides plus évolués, et surtout dans les matrices, donc dans les verres interstitiels des cristaux, enfin des produits qui ont été identifiés. Et au milieu de tout ça, on retrouve les produits centraux qui ont une composition intermédiaire entre ces deux pôles, et donc qui témoignent de phénomènes de mélange avancé entre ces petites hétérogénéités de sources ou également de différenciation. Donc, pour résumer, on va dire un des points importants de cette étude sur les inclusions vitreuses, nous n'avons pas identifié de liquide primitif qui avait justement un appauvrissement, qui témoignait d'un appauvrissement en calcium-aluminium. C'est donc posé la question de savoir qu'est-ce qui contrôlait la cristallisation du pyroxène de manière tardive. Donc pour ce faire, on a effectué de la modélisation via le code AlphaMelt, qui permet de modéliser la cristallisation fractionnée des magmas, et on s'est rendu compte, en partant
du liquide, donc le plus primitif que nous avions identifié dans cette étude-là, un range de pression qui correspond à ce qui a été identifié dans les inclusions fluides, à savoir entre 3 et 6 kilobars, qu'on ne réussit pas à expliquer la composition des inclusions vitreuses et des matrices par un trend simple, par une courbe simple de cristallisation fractionnée, ici en rouge. On réussit à obtenir, ou tout du moins à représenter la composition, par exemple, des matrices de Python A8, qui enregistrait, donc produit qui enregistrait des pressions jusque supérieures, dans le range supérieur de l'intervalle dont je définissais tout à l'heure. Ou alors on réussit justement à représenter la composition des inclusions vitreuses dans un produit émis au petit cratère, à 3 kilobars, si on déshydratait les magmas, donc si les magmas perdaient de l'eau. Et c'est assez étonnant de prime abord, puisque l'eau est censée s'exsolver de manière très tardive des magmas, de manière superficielle, et on ne s'attend pas à avoir des exsolutions d'eau dans un intervalle de pression aussi important, c'est-à-dire à 3-6 kilobars. Donc pour répondre à cette question, notre étude a permis de montrer justement que cette exsolution d'eau précoce était liée à des arrivées profondes de CO2, ce qu'on appelle du flushing de CO2, c'est-à-dire que par rééquilibration entre l'eau, le CO2 et les conditions thermodynamiques au sein du magma, les arrivées profondes de CO2 permettaient justement à l'eau de s'exsolver préférentiellement. Donc quand on voit justement ces implications en termes de dégazage, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas apporter des contraintes beaucoup plus fortes sur le dégazage au piton de la fournaise. Et pour ce faire, on a donc repris des produits que nous avions bien contraints, que ce soit d'un point de vue géochimie des laves, d'un point de vue pression, d'un point de vue composition des inclusions vitreuses, comme trou blanc, comme piton d'écaille par exemple ici. Et on a mené une étude systématique de la composition des inclusions fluides qui étaient piégées à l'intérieur des cristaux, donc de la phase gazeuse. À savoir en analysant principalement le CO2 et certains gaz rares comme l'argon, le néon et l'hélium. Et la première remarque qu'on peut faire vis-à-vis de ces données-là, c'est que les produits périphériques, donc les produits émis sur la rive zone nord-ouest, ici en noir en fait, sont ceux qui non seulement enregistrent les pressions les plus importantes, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais sont aussi ceux qui ont les concentrations en gaz les plus importantes. Alors qu'à contrario, les produits centraux, ici, sont ceux qui enregistrent les pressions les plus basses, donc dans l'enclos Fouquet, mais sont aussi ceux qui ont les concentrations en gaz les moins élevées. On le voit sur l'hélium, on le voit sur l'argon, on le voit également sur le CO2. Donc en utilisant ces données-là, et notamment en menant des analyses isotopiques sur la signature carbone du CO2 piégé dans les inclusions fluides, on a essayé de modéliser les courbes de dégazage en système ouvert et en système fermé, les courbes de dégazage qui représentaient au mieux nos données, et on en est arrivé à la conclusion que le magma initial, donc émis à la source, avait une signature isotopique en carbone d'environ moins 3,2 pour 1000, avec un facteur de fractionnement isotopique de 2,74, chose qui est relativement similaire à ce qui est observé au kilo-EA, à savoir qu'au kilo-EA, on enregistre une signature d'environ moins 4 pour 1000 pour un facteur 3 de fractionnement entre la phase vapeur et la phase liquide. Et vis-à-vis de cette étude-là, on se rend compte que, par exemple, les inclusions, les analyses qui ont été faites sur les produits de piton d'écaille nous permettent de modéliser et de mettre en exergue le résultat suivant, à savoir que des produits profonds comme ceux de piton d'écaille au sein du manteau sont des produits qui ont déjà perdu près de 90% du CO2 initialement contenu dans le magma. Et lorsqu'on regarde d'autres éléments propres justement au dégazage, notamment le rapport hélium-argon, non seulement nous réussissons à modéliser apporter des contraintes sur la concentration initiale en hélium-argon des magmas, à savoir un rapport de 3 plus ou moins 1, ce qui est en accord avec les études qui ont été précédemment menées sur d'autres édifices sur Terre. Et surtout, nous modélisons que la plupart des produits en fait, peuvent être expliqués par un dégazage en système ouvert avec nos produits de piton d'écaille notamment, qui subissent également un dégazage jusqu'à 90%, en accord avec ce dégazage jusqu'à 90%. Ce qui nous a permis, du coup, de définir différents degrés de dégazage, de corréler ça avec différentes étapes de remontée de magma, à savoir grâce aux informations barométriques différents niveaux de stockage, et de définir donc des contraintes à différents niveaux, que ce soit à la source, dans le manteau supérieur, au niveau du sous-plaquage magmatique manteau-croûte, mais également
au sein de l'édifice du piton de la fournaise différentes contraintes, à la fois sur la signature en gaz, mais également sur les concentrations en CO2. Et notamment, ça nous a permis de fournir une nouvelle estimation du CO2 initialement dissous dans les magmas fournaisiens, à savoir 3,2%, ce qui est largement supérieur aux précédentes estimations qui avaient été faites par Hélène Bureau en 1998 au piton de la fournaise. Et ça pose une problématique importante, parce que le budget CO2 sous les édifices volcaniques est plus ou moins remis en question aujourd'hui dans des études récentes, notamment cette année, et on se rend compte qu'a priori, on aurait une grosse sous-estimation du budget carbone relié aux édifices volcaniques similaires au piton de la fournaise. Ça pose également la question de savoir, concernant l'interprétation de la signature delta-13C, donc de la signature isotopique du carbone, puisqu'on se rend compte qu'on peut avoir des signatures très faibles que l'on peut expliquer essentiellement par du dégazage. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on a regardé en fait sur la période 2014-2017, pendant la période d'activité du piton de la fournaise, en considérant donc une concentration initiale en CO2 de 3,2% et en utilisant un taux de production magmatique estimé grâce notamment aux relevés photogrammétriques qui ont été faits par Nicolas Villeneuve et Alan Derrien pour obtenir les volumes de lave, d'estimer donc un taux de production magmatique d'environ 0,54 m3 par seconde entre 2014 et 2017, ce qui nous permet d'estimer un flux de CO2 sur cette période-là supérieur à environ 900 kilotonnes par an, ce qui est 10 fois supérieur à l'estimation qui avait été faite par Hélène Bureau en 1998. Alors ça, c'est notre estimation. Maintenant, qu'est-ce qu'on a réellement mesuré dans l'enclos Fouquet pendant la période 2014-2017 ? Eh bien, en couplant les relevés multigaz qui ont été faits dans les panaches éruptifs, notamment donc, basés sur le rapport carbone-soufre, ici le rapport carbone-soufre maximum de 1,36 sur la période, et les flux de SO2 mesurés par le réseau NOVAC disposé autour de l'enclos Fouquet, avec des flux maximaux d'1,95 kilotonnes par jour, nous avons estimé que le dégazage central sur la période 2014-2017 n'excédait pas 90 kilotonnes par an. Donc on se retrouve avec une estimation, notre estimation basée sur cette nouvelle estimation à la source du CO2 supérieure à 900 kilotonnes par an et des mesures dans la zone centrale inférieures à 90 kilotonnes par an. Et ça pose une problématique majeure, à savoir, a priori, on a déjà perdu 90% du CO2. Est-ce qu'on peut faire un lien, justement? Est-ce qu'on peut utiliser cette perte en CO2 afin de tracer les processus de transfert magmatique profond au sein du manteau et apporter des contraintes, notamment en surveillance, sur l'activité volcanique du piton de la fournaise. Donc c'est ce que je vais aborder dans cette deuxième partie, notamment donc focalisé principalement sur le dégazage du CO2 à travers le sol au piton de la fournaise, avec donc l'étude préliminaire qui avait été réalisée par l'équipe de Marco Luzio de l'INGV et qui avait montré qu'effectivement on avait des flux importants de CO2 à travers le sol en dehors de l'enclos Fouquet. Donc on est allé un peu plus loin dans cette recherche-là et on s'est donc naturellement focalisé sur la rift zone nord-ouest du piton de la fournaise afin de déterminer si on pouvait contraindre davantage ces anomalies de flux de CO2. On a dans un premier temps réalisé un profil qui coupait toute la rift zone nord-ouest et on s'est rendu compte qu'on avait une zone très ponctuelle d'anomalies qui n'excède pas 140 mètres plus ou moins 20 sur laquelle on avait un dégazage important de CO2. Du coup, du fait des contrastes topographiques de la végétation, on a essayé de faire au mieux pour réussir à faire des profils parallèles à cette zone d'anomalie, et on s'est rendu compte que, en allant jusqu'à la plaine des Palmistes, en fait, on retrouvait sur chaque profil des zones de dégazage de CO2 avec des mesures anormales par rapport au background qui est défini par les points bleus. Les pics, en fait, puisqu'on atteint quasiment 900 grammes par mètre carré par jour. Ce qui est intéressant de voir, c'est que leur signature isotopique, ici ce sont les petits carrés, on a des zones d'anomalie de flux avec une composition isotopique relativement élevée, aux alentours de moins 10, moins 12 pour 1000, et des anomalies de CO2 avec une signature isotopique très basse, aux alentours de entre moins 20 et moins 25 pour 1000, qui généralement sont attribuées à la contribution organique du sol. Donc on a des anomalies de CO2 avec une contribution plutôt magmatique, donc enrichie, et une contribution a priori plus organique, appauvrie en delta-13C. Et lorsqu'on corrèle ces deux informations, c'est-à-dire lorsqu'on se focalise sur les flux de CO2 qui ont en plus, enfin les flux de CO2 anormaux qui en plus ont une signature isotopique plus magmatique,
On définit en fait un alignement sur l'ensemble des profils qui ont été faits, un alignement North 135 que nous avons dénommé le Sonjit Lineament, qui fait au moins 11 km de long et dont l'orientation correspond en fait à l'orientation des structures lithosphériques régionales qui bordent la Réunion. Et cet alignement, ici en rouge, est également un alignement sur lequel on retrouve des cônes récents, donc des éruptions récentes comme Petit Cratère par exemple, comme le Formicaleo qui est dans la prolongation de cet alignement, et également un réseau de dikes dans le rempart de la rivière de l'Est et dans l'enclos Fouquet, qui suit justement cet alignement et qui témoigne donc d'une activité magmatique le long de cette structure. Et en rajoutant la sismicité depuis 1996, eh bien on se rend compte que cette zone est aussi une zone sur laquelle, à l'aplomb, on retrouve une densité d'événements sismiques au sein du manteau lithosphérique plus importante que sur le reste de l'édifice. Et c'est particulièrement important, notamment sur la période 2014-2017, puisque ce qu'on a observé après 41 mois d'inactivité du piton de la Fournaise depuis 2010, on a observé en mars 2014 un regain de l'activité sismique sous le flanc ouest de l'édifice, commençant sous la plaine des Palmistes, et migrant ensuite en mai-juin le long de la rive zone nord-ouest, donc à proximité du linéament nord 135 que nous avons identifié. Donc si on enregistre ces variations, cette migration temporelle de la sismicité, on est en droit de se demander, maintenant qu'on a réalisé une étude spatiale des flux de CO2, est-ce qu'on peut obtenir des informations en regardant les variations temporelles des flux de CO2. Donc pour ce faire, on a regardé, voici je vous ai remis la carte en fait, du réseau de stations CO2 sol permanentes, en partie en permanente en noir ici de l'observatoire et les mesures ponctuelles qui ont été faites au gîte. Je vais principalement me focaliser sur deux stations, à savoir celle présente à l'observatoire et celle présente à la plaine des Palmistes, tout simplement parce que ce sont les deux sites sur lesquels nous avons les séries continues les plus longues, donc plus à même de nous permettre d'extraire un signal à analyser. Alors, ce qui est important sur les données de CO2 sol, tout d'abord, les flux de CO2 sol sont souvent fortement dépendants des conditions environnementales. Donc avant d'interpréter les données, la première étape, c'est déjà de corriger au mieux, essayer d'extraire un signal qui est propre, donc corriger et filtrer de l'influence environnementale. Donc pour ce faire, ce que nous avons fait tout d'abord, c'est qu'on est passé d'une mesure par heure, qui est faite sur les mesures, à une moyenne par jour, afin de filtrer les variations journalières, notamment les variations de pression journalières. Ensuite, on a étudié quelle était la dépendance du signal par rapport à différents paramètres météorologiques, tels que le vent, la température, l'humidité, la pression. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le paramètre qui influençait le plus notre signal était la température. Et pour une station, pour celle de la plaine des Palmistes, la vitesse du vent. Donc afin justement de corriger cet effet, on a appliqué une régression linéaire basée sur la méthode des moines carrés qui nous a permis de corriger notre signal. On est allé plus loin vis-à-vis de ça. On s'est intéressé également à l'influence de la pluie, puisque la Réunion était en conditions tropicales. Et on s'est rendu compte de manière peut-être plus ou moins surprenante qu'en fait, on n'avait pas de corrélation entre les variations de flux de CO2 et la période des pluies, donc entre l'alternance période des pluies, période sèche. Nous avons quand même filtré notre signal via une analyse fréquentielle en utilisant une EFFT entre 270 et 380 jours afin d'être sûr d'éliminer toute variation saisonnière sur notre signal. En revanche, ce qu'on observe, c'est lors des épisodes pluviométriques importants, ici par exemple, c'est une chute du signal, mais qui n'excède pas quelques jours. Donc le signal revient rapidement à la normale, ce qui nous a permis de justifier, d'appliquer, en plus de ces méthodes de correction, une moyenne glissante de 15 jours, afin de prendre en compte cet effet ponctuel. Et donc lorsqu'on extrait le signal filtré et corrigé des paramètres environnementaux, ici à l'observatoire en bleu et ici à la plaine des Palmistes en noir, on se rend compte par des méthodes statistiques qui permettent de détecter les anomalies, qu'on enregistre une anomalie principale détectée sur les deux stations en mars-avril 2014, c'est-à-dire synchrone avec justement la réactivation, le regain de sismicité sous le flanc ouest de l'édifice. Et sur la même période, ici entre 2013 et 2016, on identifie après des anomalies secondaires seulement sur la station située à l'observatoire volcanologique. Alors, en termes de compréhension du signal, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces anomalies, en fait, sont corrélées avec
les périodes d'activité sismique intense, profonde, au niveau lithosphérique, sous le flanc ouest de l'édifice. Dans chaque cas, on a une augmentation également de la sismicité qui est synchrone. La question qu'on est en droit de se poser, c'est de savoir est-ce qu'on peut lier ces anomalies de CO2, cette sismicité profonde sur le flanc ouest, à l'activité centrale dans l'enclos Fouquet, et notamment donc, à l'activité éruptive, mais également aux enregistrements géophysiques qui sont faits dans la partie centrale de l'édifice. Donc on a comparé notre signal à la sismicité au sein de l'enclos Fouquet. En rouge, la sismicité, le nombre d'événements sismiques au-dessus du niveau de la mer. En bleu, ce que vous voyez ici, la sismicité plus profonde mais centrale, c'est-à-dire au sein de la croûte, environ 9 km sous le niveau de la mer. Et on a comparé également ces données-là avec la déformation du volcan, ici en vert, en utilisant ce qu'on appelle une baseline, c'est-à-dire la distance entre deux stations GPS. Lorsque le volcan gonfle, vous augmentez, la distance augmente entre ces deux stations GPS, et donc votre signal montre une accélération de l'inflation, donc vous avez une augmentation de la distance de la baseline. En déflation, vous rapprochez la distance entre les deux stations GPS, et donc votre signal décroît, comme ce qu'on observe ici pendant l'éruption d'août 2015. Et on a identifié deux cas de figure. Le premier cas, qui correspond à 1 et à 4, a des anomalies de CO2 qui ont lieu qui sont décorrélées des paramètres géophysiques dans l'enclos Fouquet, à savoir pas de sismicité et pas de déformation. En fait, la sismicité et les déformations accélèrent lorsque les flux de CO2 baissent. Et ce cas-là, on l'a interprété comme représentant en fait une migration de fluide entre la partie profonde de la plomberie magmatique et la partie centrale de la plomberie magmatique du piton de la Fournaise. C'est un cas de figure sur la période 2014-2017 qui a été observé 9 fois. Dans 7 cas, il a mené à des éruptions, les anticipant d'environ 49 plus ou moins 10 jours. Et dans 2 cas, ces baisses n'ont pas été liées à des éruptions, mais ont anticipé des regains d'accélération de l'inflation de l'édifice avec un délai temporel similaire à ce qu'on a observé pour les éruptions. Le deuxième cas de figure, ici A2 et A3, en fait, est le cas dans lequel les anomalies de CO2 sont corrélées aux paramètres géophysiques. C'est-à-dire qu'on a à la fois flux anormaux de CO2, sismicité dans la partie la plus profonde du système central, donc ce qui est relativement inhabituel, et inflation qui sont corrélées, ici avec les petites flèches bleues. Et ça, on a interprété ça comme étant une réactivation de l'ensemble de la plomberie magmatique, c'est-à-dire à la fois de la partie profonde, mais également de la partie plus superficielle de la plomberie. C'est un cas de figure qui a été observé 3 fois sur la période 2014-2017, 2 fois anticipant des éruptions, comme en avril 2015 et en mai 2007, et une fois synchrone à un changement sain éruptif pendant l'éruption d'août 2015, qui a duré, donc la grosse éruption d'août 2015, qui a duré à peu près 2 mois. Alors, pour résumer et synthétiser l'ensemble de ces données, je vais repartir du modèle classique tel qu'il était proposé donc, au piton de la Fournaise en 2014, à savoir avec un transfert latéral magmatique profond. C'était le modèle développé par Laurent Michon et son équipe. Et puis, quelques contraintes, contraintes davantage ciblées sur la partie superficielle de l'édifice. Donc, dans le cadre de cette étude, en fait, on a confirmé le fait que l'alimentation profonde sous le piton de la Fournaise était décentrée sous le flanc ouest de l'édifice, entre le piton de la Fournaise et le piton des Neiges, avec une sismicité profonde à environ 30 km de profondeur, chose qu'on retrouve également sous d'autres édifices, comme l'Etna, comme le Kilauea et le Fogo. C'est une zone également qui est déjà marquée par un dégazage de CO2 important, puisqu'on estime entre 64 et 74% la perte en CO2 dans ce niveau profond. Et c'est un niveau pour lequel on a très peu de contraintes en fait, pétrologiques, puisque nos produits n'ont jamais réussi à enregistrer des pressions de l'ordre de 10 kbar, 9-10 kbar. Donc ce serait intéressant dans la suite, dans les futures études, d'essayer de trouver des produits, notamment entre le piton de la Fournaise et le piton des Neiges, qui nous permettraient d'avoir davantage de contraintes sur ces niveaux profonds. Nous avons ensuite donc identifié une migration latérale du magma au sein du manteau, chose également connue sous d'autres édifices, qui génère une sismicité au sein du manteau lithosphérique et qui permet, donc par surpression, d'obtenir des anomalies de flux de CO2, des variations temporelles des flux de CO2 sur les stations situées à l'aplomb.
C'est un niveau dans lequel nous cristallisons des olivines relativement magnésiennes et qui permettent de préserver, dans un premier temps, les marqueurs que nous avons vus de certaines hétérogénéités de sources, c'est-à-dire entre une affinité alcaline et une affinité toléitique. Lorsqu'on arrive au niveau du sous-plaquage magmatique, donc à l'interface croûte-manteau, on se retrouve à un niveau où justement on mélange énormément les magmas et on tend à homogénéiser cette signature. C'est quelque chose aussi d'assez commun qui a été montré sous d'autres édifices basaltiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe donc à ce niveau-là, on estime au niveau du sous-plaquage qu'on a déjà entre 88 et 90% du CO2 qui est exsolvé, avec une signature isotopique d'environ moins 6,4 pour 1000, chose qui est actuellement mesurée dans la phase gazeuse des eaux hydrothermales de Cilaos. Donc on a un lien, enfin on a en tout cas une similarité de composition isotopique du carbone. Cette perte en CO2, ou tout du moins les apports de CO2 plus profonds, nous avons vu qu'ils permettaient une déshydratation du magma et qu'ils expliquaient notamment la cristallisation du pyroxène à ce niveau-là, pour expliquer la perte, l'appauvrissement en calcium-aluminium enregistré dans la plupart des magmas émis sur le flanc ouest de l'édifice. Donc, le sous-plaquage magmatique, là où l'accumulation du magma peut mener justement à des éruptions qu'on qualifiera soit d'excentriques, enfin principalement d'excentriques, c'est-à-dire ne transitant pas par le système central du piton de la fournaise, donc directement avec des intrusions magmatiques sous le flanc ouest de l'édifice. Et lorsque le magma atteint justement les parties crustales de la plomberie magmatique, à savoir à l'aplomb notamment de l'enclos Fouquet, on se retrouve avec un mélange des magmas encore plus avancé qui explique justement d'apparence l'homogénéité apparente des magmas émis au sein de l'enclos Fouquet, avec de très rares évidences en fait de rejuvénisation, avec de très rares évidences d'arrivée profonde de magma plus primitifs, comme ce qui avait été observé en 1998 ou pendant l'éruption d'avril 2007, ou à la fin de l'éruption de 2015, la deuxième partie de l'éruption de 2015. C'est un niveau où les liquides du coup sont extrêmement dégazés, puisqu'ils ont déjà subi toutes les étapes de dégazage que nous avons vues auparavant, et on estime justement environ 95% le dégazage du CO2, ce qui mène à une signature isotopique d'environ moins 8 pour 1000 pour le carbone, chose qui a été mesurée dans les fumerolles et dans le panache lors des éruptions de 2014 et de 2017. Donc, pour résumer, ça nous a permis de développer et de proposer un modèle général qui couple l'ensemble de ces données à la fois pétrologiques, géochimiques, sur les gaz, sur les produits solides et mesures de surface, donc pour proposer un nouveau modèle pour le piton de la fournaise. Donc en conclusion, je dirais que pour répondre aux trois principales questions qu'on s'était posées au départ, concernant l'évolution des magmas, on se rend compte que déjà l'appellation ABG, anormale telle qu'elle était définie, en fait n'a pas vraiment de sens est mal définie, puisqu'on voit que l'alcalinité peut être, l'enrichissement en éléments alcalins peut être à la fois lié à des hétérogénéités de source, mais également à la cristallisation du pyroxène. Donc ce n'est pas seulement un seul processus qui influe sur cet enrichissement en éléments alcalins. D'un point de vue des zones de stockage et des transferts, nous avons pu donc démontrer et proposer le fait que la partie profonde de la plomberie magmatique était donc décentrée sous le flanc ouest de l'édifice, ce qui permettait d'alimenter des migrations latérales de magma au sein du manteau lithosphérique vers le système central qui contient donc des liquides homogènes, assez différenciés, très dégazés et qui témoignent donc de phénomènes de mélange importants lors de l'ensemble de la remontée des magmas au piton de la fournaise. Et d'un point de vue de l'activité actuelle de ce système magmatique, nous avons pu montrer qu'il y avait un dégazage très important, tout d'abord, au sein du manteau lithosphérique, et que ce dégazage-là, en fait, nous permettait d'expliquer pourquoi le piton de la fournaise, au sein de l'enclos Fouquet, est un volcan qui dégaze très peu, qui est considéré comme dégazant effectivement peu par rapport à d'autres édifices volcaniques. Et les séries temporelles de flux de CO2, donc sur les stations permanentes, ont permis justement de montrer qu'on était capable de détecter ces transferts magmatiques profonds et que c'était une technique qui, même en conditions tropicales, pouvait être mise en place, puisqu'on le voit malgré la pluviométrie de la Réunion, et surtout qui apparaît complémentaire aux enregistrements géophysiques qui sont faits classiquement à la Réunion.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en comparant effectivement le modèle proposé au Piton de la Fournaise avec d'autres édifices, on se rend compte que le Piton de la Fournaise, le modèle proposé, pourrait être un modèle commun à beaucoup d'édifices, ce qui pose également la question du budget carbone à l'échelle de la planète et notamment de l'impact sur le climat. Et en perspective, ce que j'aurais tendance à suggérer pour les études à venir, des pistes qui mériteraient d'être creusées, c'est tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, d'essayer de trouver des produits qui témoignent de processus magmatiques les plus profonds, donc aux environs de 30 km, là où on a la sismicité la plus profonde, mais également de regarder un peu plus avec attention et d'étudier un peu plus l'origine de ces magmas qui sont légèrement enrichis en alcalin. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on a très peu de données encore, et justement, il faudrait qu'on étaye davantage cet aspect-là, c'est que cette signature en alcalin observée dans certains magmas émis sur la rive zone nord-ouest, en fait, est une signature qu'on retrouve en partie dans les dernières laves qui ont été émises par le Piton des Neiges. Donc, s'il pose la question de savoir, effectivement, quel est l'état actuel, quelle est l'activité actuelle du Piton des Neiges notamment. Et enfin, dernier point, développer davantage le réseau de CO2 sol à La Réunion, notamment, pourquoi pas, l'étendre justement vers le Piton des Neiges, ou du côté est de l'édifice, puisqu'on n'a pas de stations qui sont de ce côté-là, et implémenter, donc mettre à jour, enfin, de manière automatique, les corrections environnementales sur le site de l'observatoire, afin d'avoir des données corrigées et filtrées qui nous permettront donc d'apporter plus par rapport aux informations géophysiques actuellement présentes. Ça, c'est quelque chose que je réaliserai dans les prochaines semaines en Italie avec nos collègues italiens. Alors, je tiens à remercier pour terminer l'ensemble des gens qui ont contribué, des équipes de recherche qui ont contribué à ces travaux, que ce soit à La Réunion, que ce soit en métropole ou en Italie, en Allemagne, aux Açores. Et je tiens tout particulièrement à remercier mes deux directeurs de thèse, Laurent et Andrea, de m'avoir mis sur ce sujet-là. Ça a été 3 ans exceptionnels et j'espère que c'est le début d'une nouvelle aventure. Merci aux gens de l'Observatoire, parce que je pense que ce travail-là, j'aurais jamais pu, et nous n'aurions pas pu le faire si on n'était pas l'équipe que nous sommes, c'est-à-dire une équipe qui travaille ensemble et qui aime bien cette complémentarité, efficace et toujours disponible. Et puis merci à Patrice Huette également d'avoir bien voulu accepter d'accueillir cette présentation. Merci à tous.